Nous étions dans les années 70, donc, où il y avait une naissance du mouvement culturel berbère. C'est une mouvance informe qui revendiquait juste le droit à la langue, le droit à l'identité, parce que la Kabylie, en 1965, avait fait une guerre contre l'Algérie, et finalement, quand elle avait perdu y compris ses droits culturels, si du moins ils étaient reconnus auparavant. Ce n'était pas le cas. Donc, à partir de 1980, nous avons fait notre révolution pacifique. Il y a eu le printemps berbère et nous avons fait évoluer aussi bien l'Algérie que la Kabylie vers des revendications démocratiques, croyant que la démocratie était la panacée pour l'ensemble de nos problèmes identitaires et culturels. En 1988, il y a eu des émeutes en Algérie, la Kabylie y a participé et l'Algérie se démocratisa. Bien auparavant, bien sûr, avec toutes les luttes que nous avons entamées dans les années 80, nous avons créé la première Ligue algérienne des droits de l'homme qui nous a emmenés devant la Cour de sûreté de l'État, condamnés à 3 ans de prison, avec même la peine de mort qui était sur notre tête. Mais nous avons survécu à tout cela. Avec la démocratisation, nous avons réalisé combien la Kabylie était un phénomène isolé, complètement isolé en Algérie. Le Kabyle n'a jamais été considéré comme un Algérien, ou s'il devait être Algérien, s'il doit l'être, on mettait la condition qu'ils doivent s'éteindre, qu'ils doivent se renier, qu'ils doivent devenir arabes et musulmans, et pas plus. Donc cet isolement nous a ouvert les yeux, mais nous tenions toujours à rester algériens, et nous avons entamé une grève du cartable pour que la langue soit reconnue. J'ai organisé, à partir de 1994, septembre 1994, un boycott scolaire qui a duré près d'une année, ce qui a donné naissance à la première structure officielle de berbérité, dont fait partie un peu la Kabylie. Donc c'est le Haut Conseil, le Haut Commissariat à la majorité que nous avions arraché. Ensuite, le mouvement s'est éteint parce qu'il n'avait pas eu de perspective. Et moi-même, je suis parti en exil. Ensuite, à partir de 2001, il y a eu un printemps noir, un nouveau printemps, plus sanglant que le premier. Il y a eu 130 morts. Et à ce moment-là, j'avais décidé, avec un certain nombre d'amis, de fonder le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, de choisir un destin particulier pour la Kabylie, parce que la Kabylie ne se retrouvait pas dans l'Algérie, il était à l'étroit. Et elle ne supportait pas la tutelle d'Alger. Et il y a divorce, si vous voulez. Avec, en même temps, la Kabylie s'était insurgée à ce moment-là, et nous avons cheminé un certain temps avec un mouvement qui s'appelle le mouvement citoyen, qui a périclité 3 ans plus tard parce qu'il a entamé des négociations en sa défaveur. Et c'est le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie qui a repris le flambeau. Et à partir de 2009, je suis arrivé devant l'ONU, où je suis intervenu dans le cadre des peuples autochtones en faveur de la Kabylie. Et l'année d'après, en 2010, nous avons mis sur pied le gouvernement provisoire kabyle en exil. Ce gouvernement répondait à la nécessité de ne pas revivre un autre printemps noir comme en 2001, où ça partait dans tous les sens, on ne savait pas où l'on allait. Donc avec un gouvernement provisoire kabyle, s'il y a quoi que ce soit, nous sommes parés pour gérer toutes les situations. Et donc, mais dès lors que nous avons créé un gouvernement provisoire kabyle, l'affaire de l'autonomie était derrière nous. Parce qu'à travers le monde, il n'y a jamais eu de gouvernement provisoire pour une autonomie. Il n'y a de gouvernement provisoire que pour une indépendance. Par ailleurs,
On a spéculé sur le fait que c'est un gouvernement autoproclamé, un gouvernement, même moi en tant que président autoproclamé, bon, j'ai été désigné par les structures du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie dans un premier temps, et deuxièmement par les congrès. Mais pour ceux qui jugeraient qu'il y a une déficience de légitimité, où a-t-on vu à travers le monde un gouvernement provisoire élu? Si un gouvernement provisoire se met en place, c'est parce qu'il n'y a pas possibilité d'organiser des élections pour que ce soit un gouvernement normal. D'ailleurs, un gouvernement provisoire élu, ça n'a pas de sens. Parce qu'un gouvernement élu, il est élu pour un mandat. Donc il n'y a pas d'irrégularité en la matière. Voilà. Le gouvernement provisoire kabyle a pour rôle de porter la voix de la Kabylie, son combat, à travers le monde, et de défendre les intérêts du peuple kabyle où qu'il soit. Moi, je suis exilé, mais le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, bien qu'il subisse la répression au quotidien, il y a des arrestations quotidiennement, ne baisse pas les bras et représente la tendance la plus lourde en Kabylie. Donc, il y a, disons qu'il y a environ 8 millions de Kabyles, 8 à 9 millions de Kabyles qui vivent en Kabylie. Il y a 2 millions qui vivent à Alger, il y a 2 millions ici en France, il y a des centaines de milliers à travers le monde. Donc les Kabyles sont environ 11 à 12 millions d'âmes. Donc c'est un peuple important et ce que représente la communauté kabyle en France n'est rien par rapport à celle ce n'est pas rien, et beaucoup moins importante que celle qui vit en Kabylie. Et la Kabylie aspire, dans sa globalité, à l'indépendance. Maintenant, est-ce qu'il y a des dissonances? En démocratie, il n'y a pas d'unanimité. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait des dissonances. Nous avons des partis qui sont insérés dans le jeu électoral colonial algérien, c'est-à-dire qu'ils participent à des élections pour représenter la Kabylie au niveau du Parlement ou des institutions de l'État colonial, mais sans grand succès pour le moment. Disons que toute la Kabylie avait adhéré à l'élan de démocratie quand il a eu lieu en 89, mais avec le temps, nous avons réalisé, tous les Kabyles ont réalisé, l'isolement qui est celui des partis qui les représentaient, du FFS et du RCD notamment, et que maintenant, donc, il n'y a de solution pour les Kabyles que d'aller vers leur indépendance. Le Kabyle ou les Kabyles sont devenus les nouveaux Juifs d'Algérie. Après le départ des colons français, les Kabyles ont pris la place des Juifs qui étaient là auparavant. C'est-à-dire que nous sommes l'élément qui fédère les autres contre lui et les éléments qui dissonnent dans un ensemble arabo-islamiste. Les Kabyles apparaissent comme des gens qui mangent du cochon, qui boivent du vin, qui ne font pas la prière, et ainsi de suite. Mais de toute façon, nous avons conforté, même à travers notre combat, un certain nombre de thèses de cette nature, même s'ils sont injustes. Vous savez qu'en Kabylie, il y a le plus de mosquées, pratiquement qu'à travers toute l'Algérie. Il y a 7000 à 8000 mosquées, rien qu'en Kabylie. Mais c'est en Kabylie, et grâce à ces valeurs, qu'on a organisé en 2013 le premier repas collectif pendant le Ramadan. Voilà, ça a fait le tour du monde. En fait, ce n'était pas par esprit de provocation, c'était juste parce que il y avait l'islamisme qui était à l'assaut de l'État algérien et de ses institutions et qui poussait les policiers à rentrer chez vous pour savoir si vous êtes en train de manger pendant le Ramadan ou non. Et donc, avec un certain nombre d'arrestations, nous avons trouvé qu'il y avait dépassement des limites et qu'il fallait défendre les libertés individuelles. Et nous avons organisé le premier repas collectif sur la place de Tizi Ouzou le 30 août, le 3 août 2013.
Donc, vous voyez, et les Kabyles, bon, ils traînent un accent, bien sûr, leur langue ne leur permet pas d'avoir un accent comme tous les autres, mais ils tiennent aussi à leur identité, à leur culture. Et les Algériens, quand vous leur dites que je suis algérien, bon, bof, on peut vous dire, vous passez. Quand vous dites que je suis musulman, vous êtes un peu mieux. Quand vous dites que vous êtes arabe, vous êtes encore mieux. Quand vous dites que je suis kabyle, ah, vous êtes raciste. Donc, on oublie que le racisme, c'est le refus de l'identité de l'autre et non pas l'affirmation de sa propre identité. L'Algérie est en train de traquer les Kabyles de telle sorte à les mettre en situation irrégulière ici en France en refusant de leur renouveler leur passeport. Parce que pour renouveler une carte de séjour, il faut présenter un passeport valide. Donc on crée de fait des situations d'irrégularité qui sont injustes. Et nous avons rédigé une lettre au gouvernement français pour leur expliquer la situation et intercéder de telle sorte que intervenir pour que cette situation ne perdure pas et que les Kabyles qui ont une carte de séjour et qui ne disposent pas d'un passeport que l'Algérie refuse de leur remettre soient régularisés, soient renouvelés et leur carte renouvelée. Historiquement, la Kabylie a toujours été particulière. C'est rappelé dans le livre et le mémorandum que je vous ai montré, les gens le liront avec beaucoup d'utilité. Donc, la Kabylie a toujours été particulière, même du temps des Romains. Il n'avait jamais baissé les bras. Il a même fait une guerre pendant 45 ans contre les Romains. Et donc, après l'arrivée de l'islam avec les Bni Hilal, les Bni Hilal avaient pris toute l'Afrique du Nord, sauf la Kabylie. Et avec les Turcs, quand ils sont arrivés, là aussi, ils ont pris l'ensemble du territoire algérien, sauf la Kabylie. Et quand la France est arrivée en 1830, quand elle a débarqué, c'était les Kabyles qui l'avaient affronté à Sidi Ferruch. Et il y avait parce qu'ils savaient qu'un débarquement à Alger allait nécessairement avoir des répercussions sur le pays kabyle. Donc, c'était les premiers à résister contre l'invasion française. C'était cela. Et ils ont été trahis par le Dey d'Alger, ce qui fait qu'ils s'étaient retirés, mais les Français n'ont pu conquérir la Kabylie que 27 ans plus tard. Et entre-temps, en 1939, le 14 octobre exactement, le général Schneider, qui était ministre des Armées, avait décrété que tout ce territoire qu'ils ont conquis s'appelait l'Algérie. Et la carte géographique établie à l'époque distinguait bien l'Algérie française de la Kabylie indépendante. Donc la Kabylie a résisté, et quand il y a eu annexion de la Kabylie, c'était le général MacMahon, il y a des boulevards ici qui portent son nom à Paris, MacMahon a défait l'une des dirigeantes kabyles. C'est une femme qui était la résistante contre lui. Elle s'appelait Fatma Soumer. Et après cette défaite, parce que technologiquement, structurellement, l'armée de MacMahon était supérieure à la nôtre, et donc nous avions perdu la guerre. Mais la défaite de la Kabylie et son annexion n'ont jamais été actées par des notables kabyles. Il n'y a pas eu de signature de reddition de la Kabylie vis-à-vis de la France, et l'annexion de la Kabylie est à ce jour illégale. Donc, historiquement, nous sommes fondés à revendiquer notre indépendance aujourd'hui. La Kabylie est pionnier, si vous voulez, en la matière. C'est le premier peuple à théoriser un peu l'évolution du monde à partir de la colonisation, et qui montre que le monde doit changer, doit évoluer autrement que ce qu'il a été jusqu'à présent. Sans la colonisation, il n'y aurait jamais eu de mondialisation. C'est avec la colonisation que nous avons tous des voitures, que nous avons des routes, que nous avons des écoles, que nous avons les mêmes habits, des téléphones portables, des téléviseurs, et ainsi de suite. C'est la colonisation qui, avec son développement technologique et technique, a apporté tous ces éléments. Et puis, le partage du monde en État. Il se trouve que la manière dont la colonisation a partagé le monde
est injuste. Aujourd'hui, il y a un déficit de démocratie, un déficit de liberté à travers le monde. Là où il y a eu la colonisation, c'est là où il y a le plus de conflits armés, c'est là où il y a le plus de violence et de violations des droits de l'homme. Donc nous plaidons pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour refondre un peu les frontières issues de la colonisation qui sont injustes. Vous voyez les Kurdes, par exemple, qui sont coupés en 5 ou 6 pays, les Touaregs d'eux-mêmes, et puis nous avons tous les États issus de la colonisation qui sont constitués comme des centres, des pays carcéraux, des centres de concentration, des pays de concentration de peuples. C'est-à-dire qu'on met la colonisation croyait qu'en créant un État avec des frontières, importe peu les peuples qui y vivent, cet État va générer sa nation. 60 ans après les indépendances, nous avons vu que ce n'était pas le cas. Et que, bien entendu, ces États créés par la colonisation sont de nature dictatoriale et que, par leur nature, ils ne peuvent pas changer d'État. Et que, donc, ils ne peuvent vivre que sous la dictature. Maintenant, si le monde veut vivre dans la paix, dans la sécurité, de s'occuper vraiment de la recherche scientifique contre les maladies, pour conquérir l'espace, pour être plus fraternel à travers la planète, c'est que le droit des peuples doivent redevenir la base fondamentale du droit international et que les évolutions se fassent pacifiquement et non pas par la violence. Le monde d'aujourd'hui ne permet plus du désordre. Et donc, même s'il y a évolution, même s'il y a naissance de nouveaux États, ce sera toujours au profit du monde de la liberté. Par exemple, concernant les peuples d'Afrique, si la France se met à anticiper l'évolution de l'Afrique, plutôt que d'attendre des violences comme il y en a eu il y en a encore en Centrafrique, qu'il y en a encore au Mali, il y en a eu en Côte d'Ivoire, et ça va se généraliser, ce n'est pas encore terminé. Ce serait plutôt bon pour la France d'anticiper cela et de faire évoluer les frontières en fonction des réalités sociologiques et que chaque peuple d'Afrique puisse retrouver, à travers le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sa liberté à s'organiser soi-même. Et là, les Africains aimeront davantage la France et renouvelleront le lien d'amitié et de fraternité qui peut exister entre eux. En mois de septembre dernier, 2017, donc, le 28 exactement, nous avons remis à l'ONU, à New York, le mémorandum pour l'autodétermination de la Kabylie. C'est un ensemble de dossiers, aussi bien sur l'histoire, sur les événements traumatisants qu'a connu la Kabylie, la violation des droits de l'homme, le déni de langue, d'identité, le sabotage économique, l'insécurité, les violations des droits de l'homme, y compris les incendies volontaires de l'armée en Kabylie, qui affectent tout le bassin méditerranéen par ailleurs. Donc ce sont autant de dossiers qui plaident en faveur de l'indépendance de la Kabylie. Et ça, nous l'avons envoyé, nous l'avons remis à l'ONU, mais nous l'avons envoyé à l'Union européenne, à tous les pays qui comptent sur la planète, et à l'Union africaine, parce que nous sommes des Africains, à l'Union arabe, parce que l'Algérie se dit arabe, à la communauté des États indépendants, la Russie, à l'ASEAN et à l'Organisation des États d'Amérique. Donc nous avons touché le monde entier pour plaider, les informer que nous menons un combat pacifique, démocratique en faveur de la Kabylie. Nous sommes un mouvement de libération d'un type nouveau. Jusque-là, les mouvements de libération prenaient les armes pour s'affranchir de la tutelle d'un peuple. Nous sommes dans les temps modernes et nous sommes à l'exemple des Catalans, des Écossais, de tous les peuples qui luttent pacifiquement et démocratiquement pour leur droit à l'existence en tant que nation.
Il y a deux livres. Le mémorandum donc, est édité chez l'Harmattan, hein, mais le livre Kabylie, un mémorandum pour l'indépendance, en fait, est un livre que j'ai rédigé de telle sorte à anticiper les appréhensions de ces destinataires, des destinataires du mémorandum. Parce qu'on va dire que, voilà, chercher l'indépendance d'un pays, c'est nécessairement aller vers la guerre. J'explique dans ce livre que le temps des guerres est terminé. Le temps des guerres de libération nationale est révolu. Il y a une marche traditionnelle que nous organisons. Et l'année dernière, en 2017, il a fallu au pouvoir colonial algérien, c'est comme ça que nous le dénommons, des hélicoptères pour évaluer l'ampleur de la foule, tellement c'était important. Donc nous comptons rééditer la même chose cette année, le 20 avril, en Kabylie, mais auparavant, il y aura à Paris notamment, de Bastille à République, une marche que nous organisons dimanche 15 avril prochain. J'appelle à travers cet espace tout le monde à venir nous soutenir. Et s'il y a également des... nous appelons également les syndicats, les organisations qui sont favorables à la défense du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à nous rejoindre et à nous prêter main forte. C'est un combat qui concerne la démocratie, l'avenir du monde, la paix dans le monde, la réorganisation du monde selon un modèle qui ne fasse pas de la place qu'au plus fort, mais qui fasse de la place à la raison, à l'intelligence et à la démocratie.